Kwe Wadja, je suis Sophie-Claude Miller, bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Le 14 novembre dernier était l'inauguration officielle et fort attendue d'un centre de jour à Montréal, à proximité du Square Cabot, où 14 personnes, pour la plupart des Autochtones, sont décédées dans les rues. Mais les personnes en charge disent que Résilience Montréal n'est peut-être qu'une solution temporaire. Lindsay Richardson a davantage d'explications. Ce fut une journée aussi excitante qu'émotionnelle pour Putulik Comac. Il a coupé le ruban inaugural avec la mairesse de Montréal d'un endroit que les Inuits urbains pourront considérer comme chez eux. Opening ceremony today, that overwhelmed me, but I'm very grateful that I was chosen and recognized. That's why I sleep all the time, every night. Itinérant depuis 20 ans, Comac a squatté divers endroits à travers la ville. Alors que certains de ses amis ont tenu une veille pour manifester contre l'émission excessive de contraventions aux itinérants et aux Autochtones sur ce même coin de rue aux abords de Square Cabot, mais ils ont désormais un endroit qu'ils peuvent considérer chez eux sur ce coin de rue. Isn't it interesting that it's the community that they were calling the police on that is now using the space? Les bénévoles ont travaillé dur pendant 2 semaines pour préparer ce qui était un vieux restaurant en Résilience Montréal, un endroit culturellement sécuritaire dédié aux personnes sans domicile fixe dans la ville de Montréal. Peu de personnes comprennent les problématiques exacerbées autour du Square Cabot, comme David Chapman, ancien directeur exécutif de la Porte Ouverte, un refuge qui fut forcé de déménager de façon expéditive en décembre dernier lorsqu'un développeur immobilier a acheté l'église où le centre tenait ses activités. Les 11 derniers mois ont été marqués par une hausse de harcèlement de la part des policiers, l'augmentation des besoins médicaux et un total de 14 victimes dans la rue de Montréal. It's because of that suffering that Resilience Montreal is starting up now, and there's real momentum behind it. It's huge, and when we talk about reconciliation, this is what it is. Le refuge est né d'une collaboration entre le nombre d'organisations communautaires, incluant le Foyer pour femmes autochtones de Montréal. You know, this summer I had a dream, and I think it was a dream that many of us had, and we are literally standing in it. Avec l'hiver qui approche à grands pas, Résilience a officiellement ouvert ses portes au public, même s'il n'est pas complété. Les douches, par exemple, ne fonctionnent pas encore et un tiers du personnel, incluant la sécurité, doivent être embauchés. Mais le besoin d'un refuge où la consommation est permise, où les clients, peu importe leur état d'esprit, sont acceptés était immédiat. 3 repas par jour y sont servis dans l'aire commune et Résilience offrira aussi le support de conseillers, de la physiothérapie et d'autres ressources dédiées aux besoins spécifiques de cette clientèle. Montréal est une ville qui est inclusive. Une ville qui veut laisser une place à chacun, qui veut la créer, cette place-là, qui ne veut pas laisser personne dans la rue. Malgré le souhait de longévité de la mairesse, une fois le travail logistique terminé, un travail encore plus complexe les attend. As soon as we move in, we're already looking for another space. Le refuge, dit-il, serait peut-être démoli pour faire plus de place aux condos de luxe qui envahissent tranquillement l'endroit. À long terme, Résilience souhaite offrir un programme de désintoxication et de soins palliatifs. Mais pour l'année qui vient, Résilience offrira un espace de repos et de confort pour Comac et ses amis. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Que pensez-vous des services offerts aux Autochtones en situation d'itinérance en milieu urbain? Vos commentaires, suggestions et questions sont toujours les bienvenus. Nous vous invitons aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer. Pour nous rejoindre par courriel, l'adresse est le info nouvelles au pluriel @aptn.ca. Sur Facebook au @nouvelles au pluriel aptn en un mot. Et sur Twitter @nouvelles au pluriel aptn. Sur la Côte-Nord, une poursuite judiciaire est engagée par Ève et Audrey Ringuette ainsi que 3 autres membres de leur famille. Sylvie Ambroise raconte l'histoire de Renaud Ringuette, le père de la famille, décédé trop tôt. Voici les petits-enfants de Renaud Ringuette. Il les a connus, mais il ne les verra pas grandir. Ringuette est décédé en janvier 2018 d'un cancer de la prostate et selon la famille, ce cancer a été diagnostiqué beaucoup trop tard. La famille poursuit 3 médecins et l'hôpital régional de Sept-Îles pour un suivi inadéquat. En 2008, il y avait déjà des taux APS élevés
qui devrait démontrer qu'il y avait des signes de problème au niveau de la prostate. Et suite à ces prises sanguines-là, ben, il n'y a pas eu d'appel à mon père pour faire un suivi. Le taux d'ASP est utilisé pour vérifier s'il y a des anomalies avec la prostate, précisément l'antigène de la prostate spécifique se situe normalement à 4. La famille affirme que ce taux atteignait 12,54 en 2011 lors d'un examen de routine. D'après la famille, encore là, rien ne fut investigué. Ève Ringuette, sa fille, nous parle du litige. Sa requête de biopsie qui a été demandée à l'urgence en 2012 par un médecin, eh bien, elle a été perdue à la centrale de rendez-vous. Il n'y a pas eu de suivi de la part du médecin ni des médecins par la suite qui ont vu qu'il y avait une requête de biopsie, là. En 2014, la requête est déclarée perdue par l'hôpital. Quand ça a été perdu à la centrale de rendez-vous, bien, ma mère avait appelé une fois, puis on lui avait dit « Ah oui, on a la requête, mais c'est pas à son tour. Attendez qu'on vous appelle, vous n'avez pas besoin de nous appeler. » Fait qu'elle a entendu, puis après plusieurs mois, bien là, elle a décidé de rappeler, puis on lui a dit que la requête n'était pas dans les dossiers. Fait que là, elle s'est rendue compte qu'il avait perdu la requête, puis que là, ça faisait 2 ans qu'il attendait à avoir un rendez-vous. En 2015, l'année où il a été diagnostiqué, le taux de Renaud Ringuette était de 52,90. 8 ans se sont écoulés jusqu'à son diagnostic et on lui a annoncé alors que son cancer est incurable. Lorsque pris en charge à temps, on survit généralement de ce cancer. À un rendez-vous, on est allé à Québec pour un suivi. Puis avec les examens de la journée, les tests, il n'y a pas eu une bonne nouvelle. Il a appris qu'il n'y avait plus rien à faire pour son cancer. Puis c'est la première fois que je voyais mon père dévasté. D'habitude, c'est lui qui était là, qui était souriant, qui était comme « Inquiétez-vous pas, ça va bien aller. » Ève Ringuette partage que beaucoup d'autres personnes auraient vécu ce genre de situation à l'hôpital de Sept-Îles. Bien, à force d'entendre des gens dire « Moi aussi, je connais quelqu'un », bien, je me suis dit, bien, si on fait rien, si personne ne fait jamais rien, personne ne va être averti de ce qui se passe ou des situations qui sont des patients qui sont maltraités. Très bien, les gars? Samuel Pinette nous parle du service hospitalier que sa mère a reçu à l'hôpital de Sept-Îles versus l'hôpital de la ville de Québec. Puchuanji de William Tatwan de Mawian, Pinamna Hanate has Quebec Badish, one of my admin the service, 80 hard to Quebec at Tatsana, Habdin and Azan Skaunan, or Mauna, the Spenan, the Snows going at the Wians, one portions at tab, not them the Skauna. L'hôpital de Sept-Îles a refusé toute demande d'entrevue avec KPTN puisque les procédures judiciaires sont toujours en cours. La famille Ringuette demande 825 000 $ en dommages et intérêts, mais l'argent n'est pas leur source principale de motivation dans cette poursuite. Le but, c'était vraiment de conscientiser les gens sur leurs dossiers médicaux, de prendre le temps d'appeler leur médecin, puis de ne pas avoir peur de les déranger. Ça, c'est vraiment le message qu'on veut donner. Tu sais, on ne souhaite vraiment pas ça à personne, de voir un être aimé mourir dans la peur, mourir en se disant « Est-ce que c'était vraiment mon heure? » Sylvie Ambroise, nouvelle nationale d'APTN, Ouachat. L'heure de la première pause du bulletin est arrivée. Au retour, un logiciel de rançon paralyse le Nunavut et une grande maison est inaugurée après plus de 120 ans dans la communauté de Bella Bella. À tout de suite. Bienvenue aux nouvelles nationales d'APTN. Plus tôt ce mois-ci, l'accès entier au réseau informatique du gouvernement du Nunavut a été interrompu en raison d'une cyberattaque par un logiciel rançonneur. Le gouvernement provincial tente toujours de résoudre la situation. Les logiciels rançonneurs infectent un réseau lorsqu'une personne clique sur un lien sur lequel elle n'aurait pas dû cliquer.
Le logiciel encode ensuite tous les renseignements et offre la possibilité de payer une rançon pour les récupérer. Le gouvernement du Nunavut a refusé de payer la rançon et s'occupe présentement de la suppression et de la restauration des données de 5000 ordinateurs sur le réseau. De nombreux ministères ont été touchés, notamment ceux de la santé, des finances et de l'éducation. Le gouvernement provincial n'est pas en mesure de déclarer à combien s'élèvent les frais de réparation. We don't know if we paid the ransom. Would we get our passwords that we need to open up? If so, what's going to stop these folks from coming back and trying this again? La nation Elstock de Colombie-Britannique a célébré l'inauguration de leur nouvelle grande maison. La dernière grande maison de cette première nation du territoire côtier a été détruite il y a 120 ans. L'inauguration a donné lieu à 5 jours de cérémonie et de célébration. Notre journaliste Lee Wilson était sur place pour être témoin de cet événement historique. Ça faisait plus de 100 ans qu'une grande maison n'avait pas été érigée à Bella Bella. On peut désormais en admirer une grâce à la résilience du peuple Aitsok. Des centaines de visiteurs de nations de l'île de la Tortue se sont rassemblés autour de cérémonies et de célébrations pendant 5 jours, remplis de prestations musicales, de danse et de gastronomie traditionnelle. Pour les nations côtières de la Colombie-Britannique, les grandes maisons sont des lieux de gouvernance et de pratiques traditionnelles. Le chef héréditaire Harvey Omshik partage son enthousiasme d'être témoin de l'inauguration historique de cette Gugwaus Aitsok, ou Maison des Aitsok. I had a roller coaster ride of emotions. It was really important to us, and it was really good to see our community turn out for the opening of the big house. Le gouvernement canadien a interdit la pratique du potlatch en 1885. 4 ans plus tard, en 1890, les enfants ont commencé à être envoyés dans les pensionnats indiens. Pour ne pas disparaître, les rituels des Aitsok ont dû se pratiquer à l'abri des regards. The potlatches were banned by the Canadian government a long time ago, and for over 60 years we continued on without performing our potlatches. Now this big house is going to ensure that we can carry on our potlatch. L'interdiction des potlatches a été révoquée en 1951, mais il a fallu beaucoup de temps avant que le peuple Aitsok à Bella Bella recommence à vivre ouvertement ses coutumes. And one of the things that was so interesting and so sad at the same time was that even though the potlatch ban had been lifted in Canada, nobody told our people it's okay for you to do this anymore. So our people didn't actually start potlatching again until the early 1980s. La construction d'une maison Aitsok était un rêve de bien des membres de notre communauté qui ne sont plus avec nous. Les dons initiaux recueillis pour le projet d'une grande maison ont débuté il y a plus de 50 ans. Maintenant, grâce à la collaboration entre la communauté, les chefs héréditaires et le conseil tribal, 7,2 millions de dollars ont pu être amassés pour l'achèvement du projet et l'organisation des cérémonies. One of the very first donations came in the late 60s. I think it was 1967 or 68 came in. And it's only been in the last 10 or 12 years where we really made the huge push. So it's been 40 plus years of trying to make this happen, and it's finally culminated in this today. La majorité du bois utilisé pour la construction de la grande maison a été récolté sur le territoire Aitsok. 4 magnifiques poutres soutiennent la structure, sculptée par l'artiste Aitsok Ian Kelly. Larry Campbell a conçu la décoration de la façade. Un mât sculpté par l'artiste Christian White a été offert par la nation Haida. Le mât est une réaffirmation d'un ancien accord de paix entre les Haida et les Aitsok qui étaient en guerre avant l'arrivée des premiers Européens. Le chef héréditaire Haida, Jidansda, raconte comment les nations se sont tendues la main. David Gladstone, Humjit, had brought some of the songs that were held here for years, but he brought those ones back to a potlatch, and from there we started the discussions. Tant les Haida que les Aitsok bénirent le mât, il fut ensuite érigé devant la grande maison, ce qui fut clôturé par un potlatch et des célébrations.
Cette entente vient consolider les alliances visant à protéger leur territoire, l'eau et leurs droits. When you look at what's happening globally, you know, we've had a lot of success protecting the Great Bear Rainforest and, you know, half of Haida Gwaii. But yet, you know, the global forces that are happening are, you know, put everything in peril. La Grande Maison se veut un lieu de préservation de la culture et de rassemblement social. Ce sera un lieu de convergence pour les jeunes Haïtsoks pour qu'ils puissent pratiquer leur chant, leur danse et leurs cérémonies. And it gives me a really good feeling to see that our young people who are the focal point of the opening yesterday, it gives me a good feeling to see that they've learned our ways, our cultural dances, and can perform them. Sort of a succession plan for us. Les jeunes vont recevoir des connaissances et la langue par les aînés et les enseignants, qui à leur tour les légueront à la génération après eux. C'est ainsi que les choses se font depuis des milliers d'années. Investing in our youth and making sure that they have the opportunity to express themselves as Haitchuk people has been the vision of our leaders for a long time. So everything that we do here yesterday, today, and in the coming days, and going into the future is all for all the young children that are yet to be born. Un reportage de Lee Wilson, Nouvelle nationale d'APTN, Bella Bella, Colombie-Britannique. C'est maintenant la dernière pause de votre bulletin de Nouvelles nationales. Au retour, notre entrevue avec Tatum Crane, femme Saulteaux qui a adopté et est famille d'accueil pour 3 enfants autochtones. On se retrouve dans quelques minutes. Merci d'être de retour aux Nouvelles nationales d'APTN. Comme je l'ai mentionné avant la pause, je vous présente maintenant l'invité de la semaine pour notre segment entrevue. Tatum Crane est membre de la nation Saulteaux, mère adoptive et famille d'accueil pour 3 enfants autochtones. Tatum Crane, bonjour. Bonjour. Donc, vous avez 3 enfants. Il y en a un qui est adopté officiellement et les 2 autres sont en famille d'accueil. C'est bien ça? En fait, non. J'en ai un qui est adopté officiellement, une deuxième qui est famille d'accueil et la troisième, c'est une adoption traditionnelle. L'adoption traditionnelle, est-ce que vous pouvez m'en parler un peu? C'est dans quel contexte? Comment c'est quoi au juste l'adoption traditionnelle? En fait, ce qui est arrivé, c'est que ma mère, elle habite dans le Grand Nord, à Salouit, et puis, elle savait que je voulais avoir un bébé, donc il y a une mère qui voulait, qui cherchait en fait une famille pour sa fille, mais elle voulait absolument pas que sa fille grandisse sur le territoire. Donc, puis elle voulait pas la placer non plus c'était pas un cas de DPJ, il n'y avait pas de maltraitance, pas d'alcool, rien. Donc, elle a décidé elle voyait les photos, puis elle a décidé de me donner son bébé. Donc, moi, j'ai pas vraiment cru à ça parce qu'elle était enceinte de 7 mois. Je me suis dit, au moment où elle va accoucher, elle va décider de garder son bébé. Et puis, elle a accouché, puis ma mère, elle m'a appelée, elle a dit « Félicitations ». Elle a dit « Écoute, il faut donner un nom au bébé ». Il est 3 heures du matin, puis écoute, là, je suis comme « Comment je vais l'appeler ?» Alors, je l'ai appelé Frédéric, puis j'ai demandé à la mère comment elle l'aurait appelé. Donc, Eva. Et puis, ma fille s'appelle Frédéric Eva. Et puis, c'est ça. À l'âge de 8 jours, quand elle était apte à voler, elle est venue à Montréal et puis j'ai eu mon bébé à partir de 8 jours. Ah, c'est touchant. Ouais. Et donc, le plus vieux qui est adopté, dans le fond, lui, il a quel âge en ce moment? Logan va avoir 9 ans, en fait, bientôt. Donc, lui, je l'ai eu, il avait 3 ans et demi. En fait, c'est une banque mixte, donc c'est en vue. La banque mixte, c'est en vue d'adopter l'enfant. Donc, on trouve une famille, on fait un jumelage, puis à ce moment-là, je suis famille d'accueil. Puis après, on fait les démarches avec la DPJ pour adopter l'enfant. Donc, ça a été ça. OK. Et puis, pour ce qui est du département de la protection de la jeunesse, les services sociaux en tant que tels, comment ça se passe? C'est quelle instance qui gère, dans le fond, les cas de vos enfants? Moi, j'ai fait affaire avec BATCHA parce que j'avais regardé au début les centres jeunesse de Montréal. Oui. Et puis, moi, c'est important d'avoir des enfants autochtones ou inuits parce que, je veux aider ma communauté, je veux aider les miens. Donc, je voulais avoir des enfants où on a la même culture, où on a le même
qu'on grandisse ensemble. T'sais. À quelque part, on a une perte identitaire, donc c'est important pour moi. La DPJ, en fait, de Montréal, ne pouvait pas me garantir d'avoir des enfants autochtones ou inuits. Tandis que Batcha, oui. Donc, je me suis servi de bord, j'étais allée voir Batcha, puis j'ai lancé ça dans les airs parce que j'ai commencé le processus en étant femme célibataire. Okay. Donc, je suis arrivée, puis je me suis dit, bon, bien, il est temps que j'aie des enfants, donc on verra si ça fonctionne. J'ai fait le processus qui a duré à peu près, je te dirais, 1 année. Puis, à ce moment-là, il y a eu un jumelage avec un enfant qui était Logan. OK. Ouais. Donc, ça fait combien d'années que Logan est avec vous? Ça va faire pratiquement 6 ans. Et puis, les services sociaux en tant que tels, donc, ils ont accepté de faire un jumelage culturel, si on peut dire. Comment est-ce que vous avez trouvé les services? Est-ce que vous trouvez que c'est des services appropriés? Comment vous trouvez les services de Batcha? Moi, la première, en fait, le premier jumelage que j'ai eu, c'était avec un enfant inuit. Par contre, j'ai pas procédé de l'avant parce que avec cet enfant-là, moi, comme je te disais, j'étais célibataire, je suis gestionnaire, donc j'ai un travail à temps plein. Oh, vous êtes occupé de votre travail. C'est ça. Puis l'enfant, il y avait beaucoup de problèmes de santé. Donc, quand il y a eu le jumelage, moi, je me souviens que j'ai reculé parce que je pouvais pas me permettre d'être à l'hôpital, au Children, 2 fois par semaine. Mon emploi me permet pas ça. Donc, moi, j'avais dit à Batcha, j'ai dit, écoutez, là, vous avez pas reconnu, mes besoins à moi parce que moi, je vis pas en étant une famille d'accueil. Je veux donner à l'enfant. Le nombre d'heures est quand même limité, même si vous êtes là à temps plein. C'est ça. Donc, je pouvais pas me permettre d'être tout le temps à l'hôpital. Et puis, j'ai reculé. Puis là, à ce moment-là, il y a eu un autre jumelage. J'ai pris un certain recul parce que, je m'attendais à avoir cet enfant-là. Donc, je n'avais pas rencontré. Puis là, après, il y a eu Logan. Logan, ça a bien été. Écoute, je te dirais que ça a été magique la première fois que je l'ai vu. Là, je m'en souviendrai toujours. Là, la première fois qu'il est rentré dans les bureaux, je comprenais pas ce qu'il disait parce que mon fils il a un problème au niveau de l'addiction. Okay. Donc, il parlait pas beaucoup, il gesticulait. Puis là, je montrais que j'étais hyper intéressée. Tu sais, c'était drôle parce que c'était juste magique à ce moment-là. Puis, c'est ça, on a commencé. Le coup de foudre a été réciproque? Oui, ce qui est arrivé, c'est qu'en fait, Batcha, ce que j'ai adoré, c'est que tu commences, il y a un jumelage avec l'enfant. Puis après, on va rencontrer, parce que lui, il est dans une famille d'accueil. Donc après, je m'en vais dans un centre d'achat, puis je fais semblant de croiser sa famille d'accueil. Puis on commence à jaser, à discuter, on prend un café. Puis plus qu'on avance dans le temps, plus que les visites sont rapprochées. Puis à ce moment-là, quand l'enfant se sent en confiance, bien là, on l'amène à la maison, on visite, on lui montre la maison. Puis tu sais, tout se fait quand même rapidement, mais de façon rapprochée, jusqu'à temps que l'enfant il est en confiance. Donc, pour vous, c'est une décision que vous ne regrettez pas d'être famille d'accueil ou d'être mère adoptive? Ah non, ça a été le plus beau cadeau que je me suis fait. Puis en fait, que ces enfants m'apportent, ces enfants-là m'apportent beaucoup, là, effectivement. Tatum Crane, merci beaucoup d'avoir été avec nous aux Nouvelles Nationales pour partager votre expérience. Merci à toi. C'est ce qui conclut votre bulletin de nouvelles nationales cette semaine. En mon nom et au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres et nous avons hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Je suis Sophie-Claude Miller, Magician, Matashi, Miaut. Au revoir.